Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc, pratiquement, du début des indépendances, je veux dire des années 1960 jusqu'aux années 1970, l'Afrique est vraiment à terre. L'Afrique est à terre, pourquoi? Mais parce que tout simplement, ses dirigeants le voulaient. Ces dirigeants qui ne manifestaient aucune forme de compétence et qui ne laissaient absolument pas la possibilité aux mécontents qui sont dans le peuple d'exprimer leur mécontentement. Donc, ils vont avoir, si vous voulez, des comportements liberticides. Qu'est-ce qu'un comportement liberticide? C'est un comportement qui a tendance à étouffer les libertés collectives et individuelles. Et c'est effectivement ce comportement que ces dirigeants vont avoir. La plupart, en tout cas d'entre eux, ils vont avoir des comportements liberticides. Hein? Le mot liberticide, c'est un mot qui se comprend facilement si on connaît ce qu'on appelle insecticide, si on comprend ce qu'on appelle infanticide, homicide, voilà. Donc, ce sont des comportements qui avaient tendance à étouffer les libertés propres au peuple, propres, n'est-ce pas, aux masses populaires. Donc, ils vont aussi faire dans la mégalomanie, c'est-à-dire la plupart de ces dirigeants, malheureusement, avaient ce qu'on appelait la folie des grandeurs. Voilà, ce sont des chefs d'État qui n'avaient aucune forme de responsabilité dans leur manière d'apparaître en public, de communiquer ou bien de prendre des décisions. Tout ce qu'ils faisaient était de trop. C'était vraiment des mégalomanes. Un mégalomane, c'est quelqu'un qui est habité par une maladie très féroce qu'on appelle la folie des grandeurs. Et voilà, on peut citer le cas, par exemple, de Idi Amin Dada, l'ancien président de l'Ouganda, qui avait des comportements finalement grossiers, dans sa manière de faire, d'agir, de parler, de se comporter et même de s'habiller. Voilà, il faisait souvent des choses étranges dans l'exercice de son pouvoir. Alors, mais surtout, c'était des tyrans. C'est-à-dire, c'était des chefs, pour la plupart d'entre eux, qui avaient les mains tachées de sang. Les mains tachées de sang, parce que tout simplement, ils ne laissaient la possibilité à personne de dire ce qu'il pense, de sorte que quand vous avez l'audace de critiquer leur pouvoir, leur manière d'exercer ce pouvoir-là, vous êtes mort. Et donc la plupart de ces chefs d'État avaient les mains tachées de sang, ils ont beaucoup tué, ils ont beaucoup enfermé, ils ont, n'est-ce pas, bâti beaucoup de prisons où le peuple venait mourir sans pour autant avoir la possibilité de contester ou bien même de gémir. Voilà, donc c'était la souffrance dans tous les sens, dans toute l'acception du terme. Voilà, donc la période des indépendances, chers élèves, c'était ça. Hein? Les premières années de l'indépendance africaine, c'était des moments terribles de souffrance et de difficultés, mais aussi de désillusion des peuples africains. Parce que la plupart de ces peuples-là, il faut le rappeler, avaient quand même l'espoir qu'avec l'arrivée de leurs propres frères au pouvoir, que tout allait s'arranger, que l'économie serait florissante et que les richesses seraient partagées et que l'Afrique allait véritablement se mettre dans la bonne direction pour explorer l'avenir et devenir un continent développé. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et malheureusement, l'avertissement que René Dumont avait lancé au début des indépendances va trouver tout son sens et toute sa signification. Parce que René Dumont, qui est un intellectuel, un penseur français, dès les premières années d'indépendance de l'Afrique, après avoir regardé un peu la manière dont les chefs se comportaient, et après avoir aussi vu que véritablement les peuples restaient encore naïfs et n'avaient aucune capacité d'initiative, l'un dans l'autre, il a tiré une conclusion. Il a tiré la conclusion selon laquelle l'Afrique ne pourrait jamais aller très loin.
même si les indépendances sont arrivées, l'Afrique ne pourra pas faire des pas en avant. Et il a écrit, donc, dans les années 60, un livre qui avait valeur d'avertissement et qui a pour titre « L'Afrique noire est mal partie ». L'Afrique noire est mal partie. René Dumont. Alors, donc, voilà un peu à quoi ressemblent ces premières années d'indépendance en Afrique. Moment de tristesse, moment obscur, moment noir, moment de grande frayeur, moment de souffrance, moment de tuerie, moment si vous voulez, moment pendant lesquels les libertés étaient fondamentalement étouffées par qui vous savez. Donc, c'est pourquoi, justement, les intellectuels et particulièrement les artistes de leur côté vont quand même décider de prendre des initiatives, puisque le peuple n'avait pas les moyens de le faire, ou bien puisque les peuples africains n'avaient pas en tout cas l'intelligence de se rebuffer et de provoquer, n'est-ce pas, un séisme, une sorte de contestation, les intellectuels et particulièrement les artistes vont le faire à leur place. Et c'est dans ce contexte-là que, justement, une nouvelle race de romanciers va voir le jour. Donc, on va assister à l'émergence de ce que l'on appelle le roman de désenchantement. Alors, en français, le désenchantement, c'est le contraire de la joie, du plaisir, de l'espoir réalisé. Voilà, c'est ça le désenchantement. Quand on est désenchanté, c'est parce qu'on avait des espoirs dont on était certain qu'ils allaient se réaliser. Et à l'arrivée, on se rend compte que ce que l'on avait prévu, c'est complètement opposé à ce que l'on est en train de vivre. Donc on est désillusionné, on est dépassionné parce que tout simplement, il y a une situation qui se présente et qui est absolument opposée à ce à quoi on s'attendait. Donc on dit qu'on est désenchanté. Hein? Et donc, ce mot désenchantement-là, qui accompagne le mot roman, c'est quand même un mot qui traduit la désillusion, n'est-ce pas, du peuple africain, des peuples africains, des peuples de ces nouvelles républiques. Donc leur désillusion, leur déception par rapport à la manière dont leur nouveau chef exerçait le pouvoir, c'est vraiment cette déception, grandeur nature, énorme, n'est-ce pas, qui s'était abattue sur eux. C'est cette désillusion-là qui est qualifiée à travers le choix du terme désenchantement. Donc le désenchantement, c'est une forme de désillusion. C'est un espoir brisé, hein, du côté, n'est-ce pas, de ces peuples africains qui avaient la malchance de mettre au pouvoir des dirigeants qui n'avaient aucun sens du leadership et qui étaient de véritables bourreaux, si vous voulez. Donc voilà un peu ce qu'il faut comprendre par le terme désenchantement. Donc, qu'est-ce qu'on entend globalement par roman de désenchantement? Le roman de désenchantement, si on voulait vraiment synthétiser, si on voulait résumer, on va dire que le roman de désenchantement est un type de roman, c'est un ensemble de romans qui apparaît à partir des années 60 et qui se propose, ou bien dont les auteurs se proposent de commenter de façon critique l'exercice du pouvoir par les nouveaux dirigeants qui ont remplacé les Blancs dans les nouvelles républiques africaines. Donc c'est à peu près ça qu'il faut comprendre par roman de désenchantement. C'est-à-dire c'est un type de roman dont les auteurs, en tout cas, avaient comme projet fondamental de critiquer, de commenter, de prendre en charge la désillusion des peuples africains, désillusion causée par l'irresponsabilité de leurs dirigeants noirs, c'est-à-dire de leurs frères noirs qui étaient au pouvoir. Donc c'est ça qu'il faut entendre par roman de désenchantement. Donc cette désillusion, n'est-ce pas, des peuples africains va se trouver, ou bien va se transformer en un objet de littérature, quoi. Donc, ça va être une grande source d'inspiration pour ces romanciers-là. Hein? La déception des peuples africains par rapport à leurs dirigeants devient une grande source d'inspiration et donc va alimenter, n'est-ce pas, l'écriture de cette nouvelle race de romanciers. Alors maintenant, je voudrais tout simplement terminer avec cette notion de désenchantement en essayant d'expliquer pourquoi le roman de désenchantement, pourquoi on l'appelle aussi roman du procès des indépendances.
je crois que même si on n'expliquait pas, vous êtes censé quand même avoir une idée. Ça et quand on dit roman du procès des indépendances, ça veut dire que les auteurs de ces romans qui sont publiés entre 1960 et 1980, soit 20 ans, donc la plupart de ces romans-là qui sont publiés durant cette période-là sont des romans qui critiquent l'exercice du pouvoir dans ces pays nouvellement indépendants, dans ces colonies nouvellement indépendantes. Donc, les indépendances, comment sont-elles gérées? Réponse, mal. Donc, les indépendances sont très mal gérées, et puisque ces indépendances sont très mal gérées, il fallait, n'est-ce pas, conduire les acteurs, n'est-ce pas, de cet échec-là au tribunal de l'histoire. Et donc, ces romanciers le faisaient en écrivant des romans qui critiquaient l'exercice de ce pouvoir-là. Parce que si les indépendances ont été un échec, c'est fondamentalement à cause de ces dirigeants. Ils sont les premiers responsables. Donc, ils ont mal pris en charge, n'est-ce pas, ces indépendances, de sorte que, justement, ces romanciers vont se permettre d'écrire des romans pour commenter de façon critique cet exercice du pouvoir par ces hommes irresponsables. Donc voilà un peu ce qui justifie aussi cet autre nom du roman qui s'est développé durant cette période, roman du procès des indépendances. Bien. Alors maintenant, évidemment, on ne pourrait terminer cette phase de notre explication sans pour autant, justement, nous arrêter un instant sur un certain nombre de romans qui traduisent ce projet de critique des pouvoirs africains. On a répertorié quelques romans. Évidemment, la liste est loin d'être complète. Il y a plein de romans, n'est-ce pas, qui appartiennent à cette veine, mais nous en avons choisi quelques-uns seulement. Et nous avons commencé chez nous, avec le grand Ousmane Sembène, que vous connaissez certainement, très grand romancier sénégalais, très grand cinéaste, père du cinéma africain, le mot n'est pas de trop. Donc ce Ousmane Sembène, n'est-ce pas, dans les années 60, a écrit un roman qui a pour titre « Le dernier de l'Empire ». Et Le dernier de l'Empire, c'est tout simplement un roman à travers lequel il critique à sa manière, n'est-ce pas, le règne de ce président qui était en exercice dans son pays et qui s'appelait Senghor. Donc, pratiquement, on peut dire que le personnage principal du roman, Le dernier de l'Empire, c'est Senghor. Hein? Et vous savez très bien que Senghor, comment ça s'appelle, Ousmane Sembène, n'était pas en odeur de sainteté. Hein? Donc, ils étaient presque en désaccord sur tout. Voilà. Donc, Ousmane Sembène va critiquer férocement le pouvoir de son compatriote Senghor à travers Le dernier de l'Empire. Bon, du côté de la Guinée, nous avons, n'est-ce pas, retenu pour vous deux romans écrits par Thierno Moné Nembo, n'est-ce pas, dans les années 70, Les crapauds brousses et les écailles du ciel. Voilà, dans ces romans aussi, il est question de la critique des pouvoirs en Afrique. On revient au Sénégal pour parler du Temps de Tamango, Le Temps de Tamango, qui est le premier roman du Sénégalais Boubacar Boris Diop, romancier énormément talentueux, donc qui écrit son premier roman. Et quand vous lisez ce roman, vous n'avez aussi aucune difficulté pour reconnaître à travers, n'est-ce pas, la figure principale, l'homme Senghor. En tout cas, Senghor est au cœur de ce procès-là, qui est intenté à travers le roman de Boubacar Boris Diop. On sent en tout cas que la figure de Senghor est là. Dès les premières pages, hein, dans l'incipit, dans les premières pages, la personnalité publique, le président qui parle à ses ministres, on n'a aucune difficulté pour reconnaître à travers le visage de ce personnage-là qui ouvre la première scène. On n'a aucune difficulté pour reconnaître Senghor à travers ce visage, voilà, de ce personnage-là. Vous pouvez suivre d'école au Sénégal, d'accord. À école au